Bien, bienvenue. Donc moi je m'appelle Arnaud Pichery, je suis VP Engineering chez Dataiku. Donc Dataiku c'est une scale-up dans l'intelligence artificielle. On fait une plateforme de data science. Et moi maintenant ça fait à peu près presque 30 ans que je code, dont 10 ans à implémenter notamment il y a quelques années une base de données bitemporelle. Donc j'ai un peu essuyé mes plâtres sur les dates. Et j'avais envie, comme il n'y en a pas souvent, mais même s'il y en a déjà eu un cette année, de faire un petit talk sur les dates pour vous expliquer un petit peu à quel point c'est un truc qui a l'air simple comme ça, mais en fait c'est juste ultra compliqué. Et donc si vous voulez voir tous les pièges que vous pouvez avoir avec les dates, je vous propose de rester. Sinon, si vous voulez jamais implémenter de date, je vous propose de sortir et de quitter la pièce immédiatement. Si vous restez, on va commencer avec un petit théorème de Arnaud Pichery qui est développé avec des dates, c'est complexe. Alors c'est complexe comment? Moi je dis c'est quand même super complexe parce que en fait, il y a plein de choses qu'on croit vraies qui ne sont pas forcément vraies. Alors une année fait 365 jours. Je pense que à peu près tout le monde dans la salle sait que non. Il y en a certaines qui sont bissextiles. C'est pas vrai. Une journée fait 24 heures. Eh ben non, parce qu'il y en a certains qui font 23 heures, d'autres qui font 25 heures grâce au changement d'heure. Oh, belle invention du monde. Le mois de février, on a 28 ou 29 jours. Et ben non. Dans une semaine, il y a 7 jours. Et ben non, pas toujours. Un mois commence et se termine la même année. Eh ben non plus. Tout entier entre 0 et 2022, c'est une date valable, c'est une année valable. Eh ben non. Et enfin, si vous parsez une date au format year, month, day avec 4Y, 2M et 2D, vous prenez un substring de 0 à 3 pour prendre les 4 premiers caractères, vous allez forcément avoir l'année. Eh ben non. Donc en fait, développer avec des dates, c'est compliqué parce qu'en fait, on va se prendre 3 grands trucs dans la figure, qui est d'abord toute la complexité de la physique. Les dates, l'heure, en fait, dessous, il y a des phénomènes physiques qui sont juste ultra compliqués. J'ai passé pas mal de temps sur Wikipédia ce dernier mois pour essayer d'à peu près essayer de comprendre ce que j'avais essayé de vous expliquer. J'ai pas réussi. Il y a du Einstein dans l'histoire. Juste pour vous compreniez, vous prenez 2 horloges atomiques ultra précises, vous en mettez une au bord de la mer, vous mettez l'autre au sommet de l'Everest. Vous attendez un an, au bout d'un an, 15 microsecondes d'écart entre les 2 horloges. Bah oui, parce qu'en fait, l'Everest, il tourne plus vite que le bord de la mer, et la vitesse, le temps, s'écoule différemment suivant la vitesse à laquelle vous allez. Une seconde, c'est pas 1/60e d'une minute. Alors il faut que je lise parce que c'est 9 milliards de périodes de la radiation correspondant à la transition entre 2 niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Voilà, ça c'est une seconde. Merci. Et enfin, une journée, c'est même pas ce qu'on croit que c'est. Moi, je pensais qu'une journée, c'était le temps que mettait la Terre à faire le tour de la Terre. Enfin, le temps que mettait la Terre à faire un tour sur elle-même. En fait, non. La Terre, pour faire un tour sur elle-même, elle met 23 heures et 56 minutes. Un jour, c'est 24 heures. C'est en fait le temps séparant 2 levées de soleil à l'équateur. Et en fait, pourquoi c'est pas 23 heures et c'est 24 heures? Parce qu'en fait, la Terre, elle fait aussi le tour de la Terre fait aussi le tour du Soleil. Et donc, à chaque fois, elle se rajoute un petit peu de degrés en plus, qui fait qu'on a les 4 minutes d'écart. Tout ça pour dire que, par exemple, quand les dinosaures ont pris une météorite sur la figure, une année, c'était 370 jours. Parce que on a la Lune qui nous ralentit, et donc ça a tout changé. Alors la physique étant pas suffisamment compliquée, on y rajoute en plus tout notre bazar informatique, qu'on verra en deuxième partie. Et comme si ce n'était pas encore compliqué suffisamment, on va y rajouter tout le bazar de l'histoire de l'humanité, parce que le temps, c'est quelque chose de compliqué, d'abstrait, et on va voir qu'on ne l'a pas eu juste du premier coup. Donc je propose de démarrer avec un peu d'histoire. Rien à voir avec l'informatique. On arrive à retracer à peu près, dans les premiers écrits, le temps aux alentours de moins 1400, moins 4000, pardon. C'était les Babyloniens et les Égyptiens. Alors eux, en fait,
pour avoir une espèce de notion de temps, ils regardaient les étoiles qui se lèvent dans le ciel la nuit. Au fur et à mesure, ils regardaient à l'horizon les différentes étoiles qui y passaient. Et donc, ils avaient regroupé les étoiles en 12 sections. Donc, il y avait un premier groupe d'étoiles, puis un deuxième groupe d'étoiles, puis jusqu'au 12e. Et donc, comme ça, ils avaient à peu près, ils arrivaient à faire 12 sections dans la nuit, donc pour mesurer le temps, pour avoir 12 moments dans la nuit qu'ils appelaient les heures. Ils ont fait à peu près quelque chose d'identique sur la journée, ce qui leur a fait un système à 2 x 12, qui est celui qu'on utilise aujourd'hui. Donc, par exemple, dans la tombe d'Amenhotep I, on a trouvé un cadran solaire et une horloge à eau, ce qui en fait leur permettait de mesurer le temps la nuit et le jour. Donc la nuit avec de l'eau, parce qu'il n'y a pas de soleil, le jour avec un cadran solaire. Ce qui fait que, voilà, à l'époque, ils avaient ça. Ils ont donné leur connaissance aux Grecs, qui eux-mêmes l'ont donné aux Romains, qui l'ont un peu plus, on va dire, mis dans les livres, et on a plus de documentation exactement comment ça marchait. Vous allez voir, c'est rigolo parce qu'ils avaient des heures, les Romains, mais pas les mêmes que les nôtres. Parce qu'en fait, leur première heure a commencé au lever du soleil, jusqu'à la 12e heure qui était le coucher du soleil. Et après, ils avaient 4 quartiers de 3 heures. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est qu'en fait, comme leurs heures dépendaient du jour, leurs heures duraient plus longtemps l'été que l'hiver. L'hiver, ils avaient des petites heures, et l'été, ils avaient des grandes heures. Bon, voilà, ils s'en fous, ces Romains, on va dire. C'était pas fou, c'est juste qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de faire autrement. Donc l'heure en fait qu'on connaît aujourd'hui, elle est apparue à peu près au Moyen-Âge, avec la pression de l'Église qui voulait faire des messes à heure régulière et surtout des horloges mécaniques. Donc les premières horloges mécaniques comptaient en 24 heures. Donc voilà, comme une journée ça fait 24 heures, avoir une horloge qui va aller de 1 à 24. Ils se sont quand même dit que c'était un peu compliqué. Ça fait 300, dans l'intérieur, il y a 300 mécanismes. Donc, ils se sont dit, pour faire des trucs un peu plus robustes, un peu plus faciles à construire, on va faire des horloges à 12 heures. Donc, comme ça, l'aiguille, elle fera 2 fois le tour en une journée. À l'époque, ils avaient aussi des développeurs comme nous qui ont des specs et qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'ils font. Et ça a donné ça. On lui a dit, non, mais il faut mettre des 12 heures. Alors, il a fait 12 heures, mais en fait, ça n'a pas simplifié le processus. Ça, c'est disponible en Italie encore, mais il n'y a plus les aiguilles. Et donc, tout ça pour arriver vers les années 1700, où on connaît le temps qu'on a aujourd'hui, avec les horloges qu'on a aujourd'hui, on les connaît, elles sont en haut de nos églises. Ça semble à peu près simple. Et puis, quand même, on est en France, on fait la Révolution. Et donc, on s'est dit, non, beaucoup trop compliqué. Faisons plutôt des journées de 10 heures. Chaque heure, 100 minutes. Bah oui, système métrique. Le système à 12, on en a marre. On tue les rois, on les guillotine. Pareil, on va tuer le temps horaire, on les guillotine. Heureusement, ça n'a pas pris. Ils ont fait marche arrière en 1806. Donc, on est revenu à ça. Beaucoup mieux. Donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, ou en fait, c'est ce qu'on croit qu'on connaît. Parce qu'en fait, à l'époque, chaque village, il a sa propre heure. Parce que c'est le début des éphémérides. On se dit, aujourd'hui, en France, le soleil se lève à 6h51 du matin. Donc si je regardais pour un 22 avril, le soleil se lève à 6h47. Donc le soleil se lève à 6h47, à Brest, on voit le soleil. Sauf qu'à Paris, en fait, ça fait 28 minutes que le soleil est levé. Donc en fait, à Paris, ça fait 28 minutes qu'il était 6h47. Donc en fait, à Paris, il est 7h15. Et c'est comme ça, en fait, un peu partout dans toute la France. C'est-à-dire qu'en fait, chaque village a sa propre heure. Donc, si vous mettez des ordinateurs, et impossible, ils ne vont pas arriver à synchroniser. Et en fait, là où ça pose des problèmes, en fait, c'est quand le chemin de fer est arrivé. Ils se sont dit, alors, on va faire le train part. Alors, pour les écoliers, ça va être un peu l'horreur. Le train part à 17h à Paris, et en fait, il arrive à Lyon, mais en fait, Lyon, ils n'ont pas la même heure. Bref, c'est un peu le bordel, donc ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on homogénise l'heure. Donc en France, on a fait un grand colloque, et en 1891, on a décidé que toute l'heure de la France, c'était celui de Paris. Parce que quand même, pourquoi choisir une autre ville, hein? Paris, c'est comme ça, c'est la France. Et donc, grâce au chemin de fer, on a eu une heure uniforme sur tout Paris. Mais en fait, quand même pas, parce que c'est trop simple. Les gens au chemin de fer, ils étaient tous un peu en retard, alors il ne faut pas qu'ils ratent leur train.
Il y avait l'heure officielle et il y avait l'heure, ce qu'on appelle des trains, qui était 5 minutes décalée par l'heure officielle. Donc à Paris, la grande horloge de la gare de Lyon avait une aiguille qui était 5 minutes décalée par rapport à toutes les autres horloges de la ville, pour pas que les gens ratent leur train. Et donc, quand on regarde l'histoire, il faut savoir que tous les horaires de train, en fait, si vous regardez à quelle heure partait le train, en fait, il partait 5 minutes par rapport à l'heure à laquelle il était indiqué. Les États-Unis, ils ont fait pareil, c'est un petit peu même les premiers qu'on fait, sauf que c'est un poil peu compliqué parce qu'ils se sont dit on va mettre la même heure pour tout le monde, et ils se sont dit que quand même ça fait lever le soleil. Le soleil se lève à 3h du matin d'un côté quand il se lève à 6h de l'autre. Donc eux, ils ont inventé les fuseaux horaires. Oh, joie, les fuseaux horaires. En tant que développeur, on se serait bien passé, mais bon. Donc invention des fuseaux horaires. Et avec ça, invention également du fuseau horaire de Greenwich, qui est en fait celui qui aujourd'hui nous sert de référence. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une grande bataille entre la France et les Anglais, pour savoir qui aurait le fuseau horaire de référence, puisque Londres et Paris étaient séparés de 9 minutes. Alors Londres avait plus de bateaux, avait une marine marchande plus importante, donc ils ont réussi à l'emporter. Mais on n'a pas complètement perdu en France, parce qu'en fait, on a pris l'heure de Paris, on l'a bousculé de 9 minutes. Et comme ça, on était alignés à Londres et on avait le fuseau de Paris qui était le même que le fuseau de Londres. Donc, tout le monde s'est aligné sur le fuseau de Greenwich. Et nous, à Paris, en France, on était aligné sur le fuseau de Paris qui était le même que celui de Greenwich, mais je ne peux pas le dire. Un truc rigolo quand même, c'est qu'aujourd'hui, le pays qui a le plus de fuseaux horaires dans le monde, c'est la France. Grâce à tous les dom-toms qu'on a. On a 12 fuseaux horaires en France. Le pays après qui nous suit, c'est la Russie, avec 11. Donc voilà, on arrive là, on a les fuseaux horaires, on a quand même réussi à avoir toutes les horloges qui sont alignées plus ou moins à 1 heure près, donc décalées d'1 heure. On se dit, c'est bon, on a un système qui nous correspond à peu près, qui est bien, qui permet de faire des choses à peu près correctes. Mais la Première Guerre mondiale passe, et on se dit aussi, pour faire planter tous les programmes informatiques, tous les 6 mois, on va inventer l'heure d'été. 1923, un certain Benjamin Franklin se dit, tiens, on va inventer le fuseau horaire d'été, enfin l'heure d'été, et donc la France y passe en 1923 aussi. Et depuis, tous les 6 mois, il y a plein de programmes informatiques qui se plantent. Accessoirement, ça fait aussi un joyeux bordel, les fuseaux horaires, puisque si on prend l'Australie, ils ont des fuseaux horaires qui changent horizontalement, puisqu'en fait, la partie du central, elle est à 9,5, plus 9,5 toute l'année, enfin, sur la partie nord, parce qu'au sud, ils sont à 10,5 l'été. Et enfin, l'été d'Australie, c'est l'hiver chez nous. Pour pas simplifier. Donc eux, quand ils passent à l'heure d'été, ils font pas la même chose que nous. Tout ça pour, au final, un petit quart d'heure de talk pour vous annoncer que maintenant, voilà, comment c'est arrivé à ça, 22 avril 2022, 13h30, même s'il est 13h43, plus 0,2 parce que nous, en France, on est sur le fuseau horaire de GMT plus 2 actuellement, parce qu'on est en décalage heure d'été. Et l'informatique dans tout ça. Donc c'était pas assez le bazar, les informaticiens sont arrivés, ils se sont dit, ouais, alors on va faire un peu plus compliqué. Donc ils se sont dit, on va stocker des dates. Alors à l'époque, COBOL, on n'a pas trop de place, alors on est dans les années 60, 70, 80, 2 chiffres, ça suffira. Et donc l'année 2022, c'est 22. Ça aurait pu être 1922, mais c'est 2022, voilà. Donc 22, 4, 22, 13h30. À part le problème de l'an 2000 qu'on verra plus tard, pas trop de problème. MS-DOS, années 80, Bill Gates, il se dit tiens, on va faire aussi la même chose. Donc lui, il a pris deux entiers signés de 16 bits. Donc la date, c'est 22 avril 42. Pourquoi 42 ? Parce que c'est 1980 comme date de début. 1980 plus 42, ça fait 2022. Ensuite, on ne met pas les heures, on met plutôt les secondes d'abord. Et en plus, on a une précision à 2 secondes près. C'est-à-dire que 60 secondes, ça ne rentrait pas, on a fait 30. Donc en fait, on fait 30 fois 2. Donc si vous voulez mettre 31 secondes, ça ne marchera pas, c'est juste 30. Donc c'est 28, 30, 32. Vous ne pouvez pas mettre de secondes impaires. Bon, les minutes, vous pouvez quand même mettre ce que vous voulez, et les heures aussi. Celui qu'on connaît bien maintenant, ce qui est l'Unix timestamp. Donc là, ils se sont dit, tiens, un truc quand même des gens raisonnables. Le nombre de secondes depuis 1970, heure de Greenwich. NTFS, ils sont quand même plus, c'est Microsoft encore. Hein, ils sont.
Alors nous, on va prendre le dixième des dixièmes de microseconde depuis 1601. Pas 1601, 1601. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et voilà, mais bon, 1601. Alors Excel, c'est toujours Microsoft. Ils se sont dit, ah, alors là, c'est mieux. On va prendre un nombre de jours depuis 1900. Et puis les heures, bah, c'est juste la partie fractionnaire. On s'en fout. Voilà, donc voilà, depuis aujourd'hui, c'est passé 44 673 jours depuis 1900. Et puis, bah, comme on n'est pas à minuit, bah, on a 0,56 qui traîne. C'est très rigolo parce que ça fait un bordel après. Bah, moi, c'est rigolo, ça permet de formater les dates comme vous voulez dans Excel. Oracle, c'était quand ils sont pas en reste, hein, ils se sont mis, tiens, on a deux types, le 12 et le 13, pourquoi pas. Alors celui-là, il n'est pas trop compliqué à comprendre. L'année, c'est 2022. 2022, c'est 230 plus 7 fois 256. Le reste, ça va bien. Là, on a 2 octets pour les dates. Alors lui, il est plus compliqué, alors lui, il est plus rigolo. Alors, lui, c'est un petit peu le compte est bon. Je prends 120, je prends 120, je retire 100, ça me donne 20. Je prends 122, je retire 100, ça me donne 22. 20, 22, 2022. Le 4, c'est avril. Le 2, si on est le 22 avril. 14, 31, 1, bah, ça fait 13h30, 0. Parce qu'à chaque fois, on a rajouté 1. Parce que pourquoi pas. Voilà, ils ont été inventifs. Heureusement, voilà, regarde, après ceux qu'on connaît bien, Java, nombre de millisecondes depuis 1970, en 64 bits, et JavaScript qui n'a que 53 bits, parce qu'il fout tout le monde, les numbers et tout ça en même temps. Bref, tout ça pour vous dire que ça va générer tout ça pas mal de bugs, voire boum, retour dans l'hyperespace Back to the Future. Mon premier job, moi, ça a été de passer le nouvel an du 1er janvier 2000 à regarder des écrans de machine pour savoir si tout allait bien. Parce qu'effectivement, avec les vieilles dates à deux chiffres, ben, après le 99, 12, 31, on a le 0011 qui se traduit par 1900 ou 2000 au choix. Donc ça, c'est le bug de l'an 2000, mais rassurez-vous, ça continue pas plus tard que cette année, 1er janvier 2022. Encore des développeurs qui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, tiens, on va coder la date avec des chiffres avec une string. Donc là, c'est 22-01-01, c'est 2022, 01, 1er janvier. Le 1, c'est juste... Et ils se sont dit, on va mettre ça dans un long après. Sauf que un long, c'est 2 milliards 100 2 milliards 140 000 et 140 millions. Et donc le 2 milliards, là, ça marche pas. Et donc, 1er janvier 2022, le Microsoft Exchange Server, il ne pouvait plus scanner de mails. Donc, il est tombé en rade. Un truc rigolo aussi, les CDR, quand j'étais petit, il y avait des CD gravables, on pouvait mettre des fichiers dessus. C'est rigolo. En fait, ils ont, sur ce qu'ils appellent le système de fichiers, ça s'appelle Joliette, ils se sont dit, on va mettre un seul octet et on va le mettre non signé. Enfin, on va le mettre signé, justement. Et la référence, c'est 1900. 1900 plus 128, ça marche pas. 128, c'est plus qu'un octet non signé. Donc, on ne pourra jamais écrire sur des fichiers, sur des CD, là, des fichiers qui sont avec une date de 2028. C'est moche. Bon, après, tout le monde s'en fout, on s'en sert plus, mais... Par contre, des trucs qu'on s'en sert beaucoup encore, c'est la date d'Unix. Et elle s'arrête le 19 janvier 2038. En plus, c'est rigolo, à 3h du matin. Donc là, il va falloir que des gens... soient de garde, parce que là, ça risque de péter fort quand même. Parce que c'est vraiment utilisé partout, même encore aujourd'hui. Donc je pense qu'on va commencer à s'en préoccuper dans les années 2030, mais je pense qu'il y aura quand même vachement de boulot. Pour vous donner une idée, tous les file systems quasiment qui sont pas trop récents, ils utilisent ça pour stocker leurs dates. Toutes les bases de données, la plupart des bases de données utilisent ça en interne pour stocker leurs dates. Donc j'imagine qu'il y aura plein de routeurs, enfin peut-être pas nos machines, parce que nos machines on arrivera à les mettre à jour, je pense, mais imaginez tout l'IoT qu'il y a, les routeurs, les caméras de surveillance, tout on fout plein d'embarqués aujourd'hui, tout cet embarqué là aujourd'hui, il est fait avec ça. Et donc ça, ça va forcément péter bien comme il faut en 2038. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je ne veux pas être de support en 2038. Donc si je devais premier conseil, si je devais avoir un conseil, c'est si vous avez à stocker une date, il y a un truc qui est vachement bien, qui s'appelle l'ISO 8601, c'est un peu barbare comme nom, mais ça fait une chaîne de caractères qui est human readable, on peut la lire,
Elle n'est pas ambiguë, les machines savent l'interpréter, c'est facile. Donc c'est l'année, le mois, le jour, T pour time, heure, minute, seconde, après la partie fractionnaire avec des nanosecondes, et le fuseau horaire avec son offset. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien mieux que tout ce que je vous ai montré avant. Alors, il n'y a pas que le stockage, ils ont bien merdé quand même, hein, nos anciens. Je prends du JavaScript, je fais new date 2022 4 22 pour dire la date d'aujourd'hui. Eh ben non, c'est le mois prochain. Parce que oui, les mois on commence à 0, pourquoi pas, hein, c'est pas rigolo. Alors les jours ils commencent à 1, mais les mois à 0, hein, parce que bon. Alors moi je suis pas un front, ouais, je fais du front, mais mon langage de cœur c'est Java. Je sais qu'en Java on a des constantes, donc on prend Java. On met pas 4, on met calendar.april. Mais en fait c'est pas mieux parce que là je suis en 3922. Parce qu'en fait en Java la date, l'année, c'est 1900 plus que du Dan. Donc en fait, là, si je voulais faire une bonne date, il faudrait que je fasse new date de 122, ce qui est super lisible. Date, c'est pas terrible. Donc à la place, on a un constructeur avec des nombres de millisecondes. Celui-là, il marche. Ouh. Par contre, si j'ai récupéré le nombre de secondes d'un système Unix et je dis, tiens, il faut que je rajoute les millisecondes et que je fais avec, comme certains front-end développeurs, A+, une petite quote, ça fait une chaîne de caractères, et par contre, new date d'une chaîne de caractères, ça ne marche pas. Enfin, si, ça tend à avoir quelque chose d'autre. Alors, même si on arrive bien à le faire comme il faut, on va voir que d'autres problèmes, c'est que, en fait, la date, elle est valable que sur le système dans lequel le système sur lequel vous l'utilisez, il y a à peu près de la cohérence, mais après, quand vous allez changer de système, c'est le bordel. Donc là, typiquement, j'ai une petite interface graphique. Je veux que l'utilisateur me rentre une date. Donc je prends un input de champ HTML, un input date et un input time. Je récupère la date et la time avec un bout de jQuery. C'est pas la mode, mais moi je suis un peu vieillot. Je concatène tout ça avec un espace entre les deux pour faire une date. Et je prends getTime pour récupérer le nombre de millisecondes. Et j'envoie ça à mon backend. Sauf que mon backend, en fait, il n'a pas récupéré la time zone. Donc lui, s'il est sur du TC, il a bien récupéré le nombre de millisecondes qui va bien. Sauf que lui, en fait, ce qu'il récupère, c'est 11h30. Donc suivant ce que le développeur backend a fait, peut-être qu'il va vous stocker 11h30 comme date, et vous lui indiquez à 1h30 de l'après-midi. Donc premier conseil de la journée, si vous échangez des dates entre le front et le back, ou même entre deux systèmes de back d'ailleurs, faites-le avec une string avec la time zone, souvent. Sauf si c'est des trucs générés par les machines. Les éléments générés par les machines, c'est bien si on est en UTC, on n'a pas de contexte. Les êtres humains, ils ont un contexte et généralement c'est leur time zone. Donc, passer avec une string avec la time zone. Jusqu'à présent, on s'est intéressé principalement aux heures, je veux dire. Le bordel avec les dates, il est juste bien pire. Alors, il y a ce que je vais appeler la safe zone. C'est après 2000. Alors, super safe zone, c'est après 2017. On verra, c'est après la dernière seconde intercalaire. Après 2023, je ne peux pas vous garantir. On n'est pas à l'abri qu'il fasse un autre bordel. Juste pour vous expliquer, après 2023, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un sondage fait par la Commission européenne pour abolir l'heure d'été. Tout le monde a voté, on veut abolir l'heure d'été. Et bien en fait, il y a pas mal de gens qui se sont dit, ouais, mais si on abolit l'heure d'été, il va falloir qu'on mette à jour tous les systèmes. Parce qu'aujourd'hui, tous les systèmes, ils ont dans leur truc qu'il faut qu'ils passent de l'heure d'été à l'heure d'hiver tous les 6 mois. Et donc si on veut arrêter ça, il faut dire au système qu'il faut qu'ils arrêtent le changement d'heure. C'est-à-dire qu'il faut les mettre à jour. Et c'est du beau bordel en conséquence. Et donc il y a pas mal de gens qui sont réticents à dire « Oh, ça marche, on touche à rien ». Alors avant 2000, ça commence à être un peu danger, on va dire. Enfin, jusqu'à 1970, c'est à peu près OK. Alors, on a vu Unix, il prend comme zone de référence 1970. Avant, je vous le déconseille. Alors, jusqu'à 1900, c'est danger, mais ça va encore. Entre 1582 et 1900, là, si vous manipulez des dates avec, vous cherchez les ennuis. Mais fort. Hein. Alors pourquoi 1582 ? Parce qu'en fait, en 1582, l'Europe est passée du calendrier julien au calendrier grégorien. Basiquement, le calendrier julien, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de 29 février.
sauf qu'on on se décale par rapport au Soleil. Donc il y a le pape qui a décidé. Oui. Mais tous les 4 ans, c'est ça. Alors que nous, on les a mis juste, pardon, on a enlevé justement les jours tous les 400 ans. Donc ils se décalent. Donc en 1582, il y avait à peu près 10 jours d'écart entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Merci de m'avoir corrigé. Mais tous les pays n'ont pas fait le changement en même temps. Donc suivant le pays dans lequel vous êtes, le calendrier qui est actuel, c'est le grégorien ou le julien. Avant 1582, là vous cherchez vraiment les ennuis, parce que c'est vraiment le bordel. Et alors avant l'an 1, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. On va voir. Donc rien que la période 1582-1900, ça donne des choses comme ça. Ça existe. Alors ça n'a pas existé beaucoup, mais ça a existé une fois. En Suède, en 1712, l'histoire est un peu plus compliquée, mais en Suède, en 1712, ils ont rajouté un 30 février, parce qu'ils avaient essayé de passer au calendrier grégorien, et finalement ils se sont dit « Ah bah non », et donc après ils étaient entre les deux, ils se sont dit « Ah bah on fait un pas en arrière, et donc là il nous faut un jour de plus, le 30 février ». Alors celui-là est rigolo, il y a un gars en Angleterre, il est mort le 28 janvier de l'an 1708-9. On ne sait pas trop. 8 ou 9. Alors, en fait, il est mort en... on ne sait pas. Enfin, si on sait. Hein. En Angleterre, jusqu'en 1751, il fête le Nouvel An, mais il change l'année légale le 25 mars. Bah oui, pourquoi pas. Donc le gars, en fait, il est mort le 28 janvier de l'année 1708, mais en fait, ils avaient déjà fêté le Nouvel An. Donc c'était un peu le 9 quand même. Donc sur sa tombe, il est mort le 28 janvier de l'année 1708-9. Donc ça, typiquement, si vous avez à manipuler des dates pour des trucs généalogiques ou surtout de l'édition de bouquins, la Bibliothèque nationale, les gars qui font ça, ils s'arrachent les cheveux. Et donc, si on fait joujou avec notre JavaScript encore, avec des dates, là, justement, on vous avait prévenu qu'il ne fallait pas y aller. 001, ça fait 1900. Pourquoi pas? C'est l'année de référence, 1900. Donc, si j'enlève 1 à ça, je vais tomber sur 1899. Oui. Par contre, si je mets l'année -1, je vais tomber aussi pareil sur 1899. Mais en fait, non. Je tombe sur l'année -1. -1 avant Jésus-Christ. 99, 11, 31. Je vais tomber sur l'année 99 ou ben non, parce que je tombe toujours pareil. Hein. Ces gens-là qui ont fait l'API, à l'époque, ils étaient dans les années 70-80, l'année 2000 n'existait pas, c'était le futur, les voitures volaient, tout ça. Donc, bon, bref, 1999. Donc si je rajoute 1 à mon année, je vais en 2000, ben non, je vais en année 100. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'avec le constructeur de JavaScript, là, il est impossible d'aller foutre une année... si vous voulez l'année 98, vous ne pouvez pas le construire. Il ne peut pas. 2022, c'est aujourd'hui par rapport à hier. Si je fais la différence entre les deux, j'obtiens 86 400 secondes. Donc x 1000 pour les millisecondes. Donc ça, je me dis, tiens, je vais faire une constante, ça va s'appeler un jour. Et puis après, je vais prendre la date du 3 mars, non, du 10 mars 1911. Et puis, je récupère les millisecondes, je rajoute mon jour et je fais une nouvelle date avec ça. Et j'arrive sur le lendemain, qui est le 11 mars. Eh ben non, presque, à 9 minutes près. Vous vous rappelez pas la France, le GMT, tout ça, là. Vous avez essayé de faire joujou, mais voilà. Pourtant, je vous avais dit, hein, on se battait avec Greenwich, tout ça, et donc on a décidé de décaler toutes les horloges de 9 minutes et 21 secondes. C'est dans le journal officiel. Donc, résultat, si vous devez manipuler des dates qui sont inférieures à l'an 2000, double méfiance. Vraiment, méfiez-vous parce que si vous faites du calcul arithmétique, vous ne l'aurez jamais juste. Et donc, utilisez une librairie pour faire ça, s'il vous plaît.
pas de calcul vous-même. Des très bonnes librairies qui s'appellent en JS Moment.js. Il y a aussi DateNFS et DJS. En Java, on a l'API depuis JavaBit, JavaTime, utilisez-la. Si vous voulez faire du Java 7, utilisez Joda. Pas de date, pas de calendar, s'il vous plaît. Et alors, surtout, ne mixez pas, si vous faites du Java, ne mixez pas l'API Joda d'un côté, JavaTime de l'autre. Parce que chacun, ils ont leur propre time zone, leur propre histoire. Et ce n'est pas tout à fait la même. Donc si vous vous aventurez dans les années 1000 et des brouettes, ou même l'an 1 par exemple, j'ai un client, il s'est dit tiens, l'année ne m'importe pas, donc je vais faire toutes les dates avec l'an 1. Donc je veux stocker le 28 février, je vais faire 28 février de l'an 1. Sauf que là, c'est le bordel parce que quand tu rentres 28 février de l'an 1, parfois tu récupères avec, comme c'est le calendrier julien, grégorien, tout le bazar, tu te retrouves avec le 13 février. Je fais ouais, mais je voulais le 28. Voilà, bref, c'est le bordel. Si vous êtes en Python, utilisez Pendulum ou PyTZ. Donc Joda, on peut voir qu'il fait ça correctement. Local date 3.11, je rajoute une journée, ça me fait le 12. Et si je fais un truc avec une date time, on voit bien que à l'époque j'ai mes 9 minutes. Si je fais plus un days, je suis toujours à la bonne journée, mais j'ai perdu mes 9 minutes. Mais bon, ça c'est normal, c'est l'histoire. Un autre truc à retenir, en fait, c'est que si vous faites jouer avec les dates, il y a des types. Toutes ces librairies, en fait, elles arrivent avec des types qui sont faits pour les différentes choses sur lesquelles on va utiliser les dates. Donc si vous avez juste une date, heure, mois, jour, année, un truc qui s'appelle local time, local date, pardon. Ça c'est Java 8. Si vous avez les heures, vous avez local time, vous avez le 22 avril, etc. Il y a période et duration. Ces deux choses sont bien différentes. La période, c'est un nombre de jours, un nombre de mois, un nombre d'années. Ça va changer en fonction de où vous partez. C'est-à-dire, si vous dites plus 3 heures, si vous n'êtes pas loin du changement d'heure, votre plus 3 heures va faire en fait plus 4 heures ou plus 2 heures. Une duration, c'est un nombre de secondes. Parce qu'en fait, on ne peut pas les monter plus loin. Même les minutes, ça ne marche pas, parce qu'il y a des minutes qui font 61 secondes. Donc une duration, c'est des secondes, c'est plat. Et donc si vous voulez noter un instant précis dans le temps, en Joda, c'est readable instant. Et pour JavaTime, vous avez le zone datetime et le offset datetime à utiliser. Mesurer le temps écoulé. Un truc que tout le monde fait mal. Moi, je le fais toujours pareil. J'utilise system.currentTimeMilli, je mets mon petit bout de code, je rappelle mon système currentTimeMilli et puis je récupère le temps entre les deux. Super pratique, tout le monde l'a fait pour débugger, c'est génial. Pour débugger, c'est génial, mais pas pour autre chose. Vous avez la version JavaBit en dessous. Les deux sont à proscrire si vous voulez faire du code de prod qui va calculer mesurer des durées. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors, on a notre ami l'ipseconde. Alors, l'ipseconde, c'est encore un truc qu'on a inventé parce que la Terre ne tourne pas de manière très homogène. Donc, moi, quand je fais le tour comme ça, je vais moins vite que quand je fais comme ça. Et la Terre, c'est pareil. Quand il y a des tremblements de terre, en fait, la matière va se concentrer au centre de la Terre. Et quand il y a des éruptions volcaniques, la matière va avoir tendance à sortir. Et donc on voit on voit ici le schéma, la dérive du temps en fait des horloges atomiques par rapport à la rotation de la Terre. Et on voit que de temps en temps, on est tellement bas que hop, on rajoute un petit saut pour aller vers le haut. Et en fait, le saut qu'on rajoute, c'est une 60e seconde à 23h59, le 31 décembre souvent. Et donc ça veut dire que le 31 décembre, à 23h59, après 59, on a 60 avant de passer à la suivante. Ça a fait un gros bug chez Cloudflare en 2015. Ils ont été sympas, ils ont mis un petit peu un explicatif de qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils ont fait, alors ça c'est du Go. Ça ne peut pas se passer avec Java parce que Java est sympa et vous montre pas les lipsecondes, enfin vous les abstraits. Mais en Go, ils ont fait time now, donc comme system current time milli. Et après ils ont fait un sub de ça. Et ils l'ont mis dans un truc qui s'appelle RTT, round trip time, qui est en fait le temps qu'a mis une requête TCP à faire l'aller-retour. Ce truc-là, fatalement, c'est positif. Au pire, c'est 0 si le truc était super rapide. Et il se trouve que ce jour-là, ça fait -1.
Et après, ils ont mis S update RTT avec -1, et ce RTT, après, ils ont utilisé ça pour en faire un chiffre random. Et random entre -1 et 0, ça a fait boum, exception. Et tous les serveurs DNS de Cloudflare sont partis en cacahuète. Mais il n'y a pas que la lib-seconde en fait qui peut vous impacter, surtout pour Current Time Melee où Java a quand même fait les choses bien. En fait, si votre serveur est synchronisé avec un serveur d'horloge, là vous allez lire l'horloge du système. Et si votre machine elle est synchronisée avec une horloge atomique, comme à peu près tous les serveurs le sont, parfois en fait l'heure du système va changer brutalement. Alors parfois c'est juste d'une milliseconde, mais parfois c'est de 2, 3, 4 secondes suivant le temps que vous avez mis. Et donc votre horloge, votre truc là, qui vous pensez que ça... Vous faites start, vous faites un truc qui dure 2 secondes, et après vous faites finish. En fait, l'horloge, elle a reculé de 15 secondes. Vous finissez avec un elapse qui vaut -13. Dommage. Votre code est super rapide aujourd'hui. Alors si vous faites juste un average, ça va, mais si vous faites un min, vous allez vous le traîner tout le temps en fait. Donc la bonne façon de faire, c'est d'utiliser NanoTime en Java, ou Stopwatch, qui est Guava, qui encapsule la même chose. La différence en fait entre les deux, c'est que NanoTime utilise un compteur qui est différent de l'horloge système. L'horloge système, c'est l'heure, la même chose. Là, c'est un truc, c'est le nombre de ticks que la machine elle fait depuis le début de la journée. Donc historiquement, on avait un tick sur le CPU. Chaque CPU se comptait son tick. Ça marche plus maintenant, on en a un autre qui s'appelle HPET, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs CPU et le code il peut changer de CPU. Il est possible que certains CPU aient été mis en ralenti, enfin en repos, et donc étiqués moins souvent que l'autre, et ça fout le bordel. Donc ils sont mis, tiens, maintenant on a, dans les cartes mères sur le Southbridge, on a un compteur qui est spécialisé juste pour ça. Et donc le système NanoTime, il récupère ce compteur. Inconvénient, c'est que ça donne un truc qui est complètement aléatoire. C'est un nombre, vous ne pouvez pas le deviner, c'est le nombre de ticks de votre machine depuis qu'elle a booté. Donc ça, vous ne pouvez pas en faire autre chose que de compter et mesurer des durées. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc ça, c'est bien. Conclusion, pas utiliser l'horloge système pour mesurer une durée. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, c'est la planification. Scheduling en anglais. C'est super compliqué, avec tout ce qu'on a vu, les fuseaux horaires, tout le bazar. Donc là, moi, je suis un développeur, je fais encore du code, mais j'aime bien surtout que mon boss, il pense que je fais du code. Donc je voudrais un petit système qui me pousse mon code tous les matins à 10 h, comme ça il fait semblant que je sois réveillé. Hop, je me développe un petit programme, je fais ça, je le mets sur un serveur, sauf qu'il ne faut pas que j'oublie que le serveur, lui, il n'est peut-être pas forcément à l'heure de Paris. Si le serveur il est hébergé sur AWS aux États-Unis, ça va popper quelque part en après-midi, puis mon boss va croire que je me réveille l'après-midi. Donc quand on fait du scheduling, il faut bien prendre en fait en compte la time zone. Et l'idée principale du scheduling, c'est qu'on va faire une boucle. On va se dire, je veux que ça pop à 10 h, donc on va faire la boucle, on va régulièrement regarder, est-ce qu'il est 10 h, est-ce qu'il est 10 h, est-ce qu'il est 10 h, ah, il est 10 h, boum, je me déclenche. Ben ça ne marche juste pas parce que si votre boucle elle passe une fois toutes les 15 minutes, vous n'allez pas forcément passer à 10 h pile. Donc, de toute façon, il va falloir que vous preniez en compte le fait que vous allez un petit peu légèrement dépasser. Donc là, j'ai fait un code qui est plutôt pas trop mal, on va dire. Il utilise la time zone de Paris, il se met à 10 h et il vérifie que le dernier run, il n'a pas encore passé. Enfin, que le run d'aujourd'hui, là, à 10 h, il n'est pas identique au dernier run, parce que ça veut dire que j'ai déjà fait ça, et que je suis après la date courante. Donc ça, par exemple, juste ça, ça marche pas super bien, parce que si ma machine, elle s'arrête plusieurs jours, à la fin, j'ai lancé mon truc une fois. La machine se redémarre, elle a oublié qu'elle a raté 3 jours, peut-être c'est ce qu'on veut, peut-être que c'est pas ce qu'on veut. Inversement, si la machine s'arrête à 9 h30 et qu'elle redémarre à 23 h 30, le truc, on va lancer à 23 h 30, ouais, bim, on lance le truc. Alors qu'on avait demandé c'était 10 h. Donc pas terrible non plus. Et surtout, en fait, on fait un that time with hour of day, 10. Sauf que si je veux faire croire à mon patron que je bosse la nuit et que je veux en faire la même chose avec 2 h 30, ça donne ça. Parce que le 27 mars, il n'y a pas de 2 h 30, il n'existe pas.
Donc, alors, avec une librairie pas terrible, vous allez juste avoir n'importe quoi. Avec un truc comme Joda ou Java Time 8, il va vous dire non mon gars, ça n'existe pas. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même super compliqué, juste pour dire je veux planifier un truc tous les jours à 2h30. Alors après, parfois, votre patron va arriver et vous dire alors j'aimerais bien que tu me planifies un truc les jours ouvrés, à 10h heure de Paris, soit 16h heure de Hong Kong. Alors là, je dis bonne chance. Parce que, en fait, ouais, il y a 6 heures de décalage entre Hong Kong et Paris aujourd'hui, mais en fait, Hong Kong, ils n'ont pas le DST. Ils n'ont pas de changement d'heure. Donc aujourd'hui, on a 6 heures de décalage, mais demain, on n'en aura que 5. Enfin, dans 6 mois, on n'en aura que 5. Et puis les jours ouvrés, ça c'est un truc typiquement, on va dire business, enfin c'est humain. La définition des jours ouvrés, eh ben, elle n'est pas dans Joda, elle est nulle part. Il va falloir que vous la construisiez vous-même. Elle dépend, et finalement, elle dépend de tellement de choses que juste de construire cette base-là, ben, ça va vous prendre des jours et des années. Donc si je devais résumer tout ça, je dirais commencez par utiliser une librairie utiliser une librairie et choisissez votre bon type pour manipuler les dates. Si vous devez stocker des dates qui sont générées par des machines, utilisez UTC. C'est mieux parce qu'en fait, les machines, on s'en fiche de quand c'est. On n'a par exemple pas besoin de time zone. C'est indépendant et ça vous donne des calculs faciles. Pour tout ce qui est humain, le mieux c'est de garder la date avec son offset, voire même la time zone, même les deux. Parce que même si le gars il est en GMT plus 2, on ne sait pas s'il est à Paris, à Madrid, et aujourd'hui Paris et Madrid changent en même temps, mais peut-être que demain ce ne sera pas le cas. NanoTime pour mesurer la durée entre deux événements survenus sur la même machine. J'ai pas dit, mais si vous voulez mesurer deux trucs qui se passent entre deux machines différentes, c'est juste pas possible. Voilà, vous n'aurez pas de bonne réponse correcte. Méfiance avec les dates inférieures à 2000. Et si on vous demande de développer un scheduler, mon conseil, c'est de fuir vite. Vite, vite. Voilà, il nous reste 2 minutes pour des questions si vous en avez. Sinon, je vous remercie. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs rigolos sur l'histoire. Et sinon, je peux juste revenir 2 minutes sur le tout début. Je pense qu'il y a 2-3 réponses que je n'ai pas données. Alors, si on peut arriver à faire mieux que ça. On n'y aura pas mieux. Hop, 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 hop. 2-3 arrivées. On va y arriver. Voilà, celui-là. Donc celui-là, on a vu qu'il y a eu un 30 février. Alors 7 jours dans une semaine, c'est rigolo. En 1931, Staline a décidé que pour améliorer la productivité en URSS, il n'y aurait plus de week-end. Et donc, de 1931 à 1941, en URSS, les semaines faisaient 6 jours. Je peux vous montrer, je trouve un calendrier. Un mois commence et se termine la même année. On a vu que ce n'était pas vrai en Angleterre, parce qu'en fait, le mois de mars, il commençait et se terminait une année différente. Il faut savoir que le calendrier grégorien, il n'y a pas d'année 0. Vous avez l'an 1 et l'an moins 1, mais il n'y a pas d'année 0. Et celui-là, ce qui est rigolo, c'est que si vous avez justement l'an moins 1, si vous prenez un chiffre négatif, les 4 premiers caractères, vous allez prendre le 0 dedans, et vous allez oublier la dernière année de l'année. Voilà. Merci beaucoup.